Eh bien, nous accueillons Adnan Jdé, qui est un jeune chercheur qui travaille à Bruxelles et Louvain et qui a travaillé beaucoup sur les archives nord-mandinais qui sont à l'IMEC de Caen. Et il a regroupé un certain nombre, soit d'inédits, soit de travaux devenus introuvables de Maldinet, dans 3 volumes qui vont paraître chez Jérôme Milon, dont le premier, Art et pathologie, on en a parlé déjà, paraîtra en octobre de cette année, et les autres suivront. Donc, c'est un gros travail de déchiffrage, parce que beaucoup des textes de Maldinet sont des textes manuscrits d'une écriture à peu près indéchiffrable. Et c'est dans le à peu près que se situe ce travail d'Adnan. Alors, tu veux nous parler de... ce que vous voulez. Voilà, c'est sur le premier Maldinet, Maldinet et l'histoire, 1938-1945. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à Caroline, Christian pour l'invitation. Effectivement, je vais parler de Maldinet, qu'on peut considérer comme le premier Maldinet, son rapport à l'histoire. Et donc, le prétexte de mon propos, c'est une phrase que Christian et Caroline retranscrite parmi les milliers de phrases des entretiens au bord de la Bible, et qui, comme d'autres phrases dans la bouche de Maldinet, me semble mériter, voire exiger une relativisation, un travail de révision. Alors la phrase en question est la suivante. Après, à l'école normale, il y avait Brunswick, mais il n'apportait plus grand-chose. Je précise que voilà, si je retiens cette phrase aussi, c'est pas tant pour la restituer dans le contexte des entretiens que pour m'en servir comme un symptôme chez Maldinet de son rapport d'abord à l'histoire, de son rapport à l'histoire de la philosophie, mais aussi, et peut-être plus sérieusement, son rapport à la philosophie de l'histoire et indirectement son propre rapport au passé, son propre passé. On le savait, certes, phénoménologue, bien qu'il se laissât solliciter par d'autres philosophies, dans l'idéalisme allemand notamment. On a souvent souligné sa contribution pendant les années 60-80 à la phénoménologie de l'art, ainsi que son rôle dans les débats d'époque entre des analyses et psychiatrie. Mais au-delà de ce coup de chapeau un peu obligé, je crois qu'il est nécessaire de prêter attention aux motivations initiales de sa démarche et aux problèmes, surtout aux difficultés qui lui sont liées et qui transparaissent pour peu qu'on prenne au sérieux les textes publiés, pas forcément les inédits. Et donc, c'est de cette situation que je voudrais partir, parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelques paradoxes à soupçonner la pensée de Maldinet, la philosophie de Maldinet, de procéder d'une interrogation sur l'histoire, alors que celle-ci passe pour un concept périlleux dans les textes publiés. Nous étions en effet prévenus, pas seulement à travers les interventions de la matinée, mais aussi par la littérature secondaire qui lui était consacrée. Tout aura disposé, la phénoménologie de l'événement de Maldinet a sacrifié la temporalité historique sur l'autel de l'événement. Mais nous voilà surpris, à l'examen de ces travaux inédits, les tout premiers travaux académiques montrent qu'il n'en est absolument rien. Bien plus précoce qu'on ne pouvait le croire, le problème de l'histoire, de l'historicité, marque le tout premier enseignement qu'il avait dispensé à l'école de hautes études de Gand,
entre 1946 et 1955-56. On le découvrira donc sous le profil d'un guerrier d'abord prisonnier à l'Oflag pendant les années 42-45, lieutenant tout occupé à revisiter l'histoire de la philosophie depuis le premier latin grec des présocratiques jusqu'au moderne, mais aussi traducteur précoce de Husserl, d'historien de l'art comme Wolf Lien, avant d'être un historien de l'art et un philosophe de l'histoire. Et donc, si vous voulez, le problème de l'événement ne commence pas avec son entrée, avec l'entrée de Madinet en phénoménologie, mais avec une interrogation sur le sens de l'histoire. Je me propose donc d'évaluer la pertinence de ce constat, pas seulement à une échelle documentaire, mais à une échelle plus systématique, donc plus classique, parce que philosophique, fidèlement à la prétention même du premier Madinet. Et donc je vais tirer trois fils des cours gantois pour voir jusqu'à quel point c'est issu même d'une philosophie de l'histoire, d'un souci de l'histoire qui aura servi au premier Madinet de trame à la fois explicite et en même temps oblitérée. Alors, précoce, cette préoccupation de l'histoire chez le jeune Madinet remonte plus exactement aux années 30. Il y a un manuscrit intitulé « Le sens de la vie, le sens de l'histoire », on peut dater de 39-40, extrêmement dense avec ses références et arrière-plans métaphysiques et théologiques. Et ce manuscrit forme en effet la première version d'un noyau textuel dont les ramifications vont s'étendre sous différentes couleurs vers d'autres écrits gantois, placés à la fois sous le signe de Kant, de Fichte, et parfois de Péguy et de Blandel, mais aussi vers des développements plus développés, plus élaborés, que Madinet réunira dans un projet de livre, le tout premier en tout cas annoncé explicitement dans une lettre au père d'Assens, qui date de 1948 et qui est tout à fait lisible sur Internet, ou plutôt dans un numéro de l'Ouvert. Et donc ce projet de livre est intitulé « Situation chrétienne ». Il est daté de 46-47. Le premier Madinet a renoncé à la publication de ce premier projet de livre, dont le manuscrit qu'on croyait perdu est bel et bien conservé dans le cabinet, qui est accessible, et nous pouvons surtout y percevoir la permanence d'une problématique qui va travailler en sourdine d'autres textes, mais qui en même temps, et plus sérieusement, va être d'une certaine façon, si vous voulez, évité, contourné. S'il fallait donc résumer très brièvement cette problématique, je dirais qu'elle fait discrètement écho au trio conceptuel du moi, du monde et de Dieu. On aura sans doute reconnu dans ces trois mots condensés le titre de l'ouvrage de Pierre Lachaise-Ray, paru en 1938, et dont la lecture des premières versions données sous forme d'articles remonte chez John Madinet aux années 34-35. Et en effet, à partir de la mi-octobre 1935, au moment où il s'apprête déjà à définir son sujet de mémoire à l'école normale supérieure, le jeune Madinet entama une correspondance avec Lachaise-Ray, qui va le mettre sur les rails et l'accompagner jusqu'à 1957. Si ces premières lettres montrent que Madinet prête une attention particulière à la métaphysique de la connaissance et à l'interrogation sur la destinée, qui s'est développée à la fois chez Kant et Fichte,
c'est en particulier le problème de l'a priori qui n'a cessé explicitement de le travailler jusqu'à 1938. En revanche, si l'on prend soin d'isoler les textes un peu plus tardifs de la période de captivité, donc entre 42 et 45, il apparaît qu'aux versants plus scolaires de la fin des années 30, un versant plus existentiel, toujours matinée de théologie de métaphysique, est venu lui faire pendant. Je vais laisser de côté ce versant existentiel, dont les traces vont encore être au fur et à mesure atténuées à partir de 49. Alors pourquoi je passe rapidement sur ce versant existentiel? Parce qu'il me semble tout à fait mineur par rapport à l'axe proprement épistémologique. Madinet, pendant ces années-là, a pris au sérieux, de façon absolument inégalée, à la fois parmi ses collègues à Gand, mais aussi par rapport aux références dont il se revendique, notamment Merleau-Ponty. Il a pris au sérieux l'interrogation épistémologique sur l'histoire, c'est-à-dire ce qui ferait l'intérêt de la science historique en tant que telle. C'est dans ce cadre-là que s'inscrivent ces références, souvent masquées, rarement explicites, à Brunswick, à Raymond Aron et à Jean Cavaillès. Il me paraît extrêmement important de retenir ces trois noms parce que ce sont, si vous voulez, les leviers théoriques de l'épistémologie de l'histoire telle que Madinet l'avait reçue, puis a essayé de comprendre, et ensuite s'est efforcé de la mettre en perspective sur le terrain de l'histoire de l'art. Que le jeune Madinet ait cherché donc, dans les travaux d'épistémologie historique de Brunswick sur l'histoire des sciences et la philosophie du jugement, qu'il cherchait dans cette philosophie de l'esprit des étés pour ses propres préoccupations, nous aurait assurément le dispensé de la lire pour elle-même. On peut légitimement se demander aussi si cette lecture ne suggère pas quelque chose comme une affinité discrète entre le maître et le disciple. Je rappelle que c'est sous la direction de Brunswick et que Madinet, à l'ANS, en 1936, avait déposé son projet sur Fichte et Schelling. Et donc, on peut légitimement se demander si ça ne suggère pas quelque chose comme une affinité entre le maître et le disciple à l'arrière-plan même des cours d'emploi. Angélique fournit en effet, au jeune Madinet, cette phase inaugurale de son enseignement, le fond problématique sur lequel se détachera le problème du temps, à savoir le fond historique. Toutefois, ce n'est pas sans quelques ambivalences qui s'invitent chez Madinet, en particulier dans les leçons des années 46-50, comme le dernier philosophe moderne, c'est comme ça que Madinet qualifie Brunswick. Le moins que l'on puisse dire, en tout cas dans le contexte de cette première séquence, c'est que les années 46-50 marient chez Madinet le chaud et le froid. L'effroi du jeune philosophe, l'effort du jeune philosophe, il est tendu entre d'une part le poids d'un néocantisme français qui s'impose au tournant du siècle avant de connaître une sorte de purgatoire au moment où la phénoménologie naissante le rattrape, et les sirènes d'une pensée de l'existence que les violences de l'histoire vont, au sortir de la guerre, proposer sur le devant de la scène. Mon hypothèse, c'est que c'est peut-être dans cet écart où le problème de l'esprit risque de ne plus être tout à fait entendu que se fait entendre l'écho d'abord de Brunswick, mais surtout aussi un peu plus discret de Bergson. Je vais circonférer très rapidement le champ de cet écho et situer sa répercussion, sa vibration autour du problème de l'histoire. Pourquoi? Parce que dans l'intention, ce serait dans les limites du temps
qui m'est imparti de mettre en relief les intentions du jeune Madinet dans sa réception de la philosophie de l'esprit, avec Brunschwig essentiellement, mais aussi Bergson, et notamment dans la lecture qu'il en propose et la mise en perspective qu'il esquisse avec Cavaillès et Raymond Aron. L'enjeu, donc, sera de comprendre les motifs qui, en même temps, portent Madinet implicitement à s'intéresser à une philosophie de l'esprit, identifiée et reconnue comme étant une philosophie de l'éternité, et l'empêche explicitement de s'en satisfaire. Brièvement, en ce qui concerne Bergson, Madinet a retenu la formulation du problème de la liberté, là où l'existentialisme et le bergsonisme l'avaient laissé. C'est à la lumière de cette opposition que Madinet se propose donc d'introduire le problème du passé. Je cite quelques lignes d'un cours de 48. Bergson, à la différence des partisans du libre arbitre, n'a pas essayé de débloquer les chemins. Il n'y a de chemin qu'après que l'homme a marché. Il n'y a de chemin qu'au passé. Fin de citation. Donc, le sous-entendu de Madinet, c'est, toujours dans les pas de Bergson, de soutenir que la liberté, c'est un présent perpétuel, mais un présent qui fait fond sur le passé. Si Madinet donc retient selon Bergson de l'ordre pratique de la liberté, le fait qu'elle s'engage, qu'elle engage un effort, il prend en même temps soin de souligner qu'elle n'engage pas moins l'ordre pratique, l'action. Madinet rappelle en même temps, très judicieusement, qu'il faut effectivement résoudre l'antinomie entre l'effort bergsonien et la réponse un peu plus tardive de Sartre, qui soutient que c'est l'action qui a le primat sur l'effort. Madinet marque cette divergence au niveau de leur conception de la vie de la conscience. Là où pour Bergson, ce qu'on est en réalité ce qu'on a été, notre essence donc est au passé. Pour Sartre, au contraire, souligne Madinet, le futur que je suis reste hors de mon atteinte. Je suis séparé par ce néant qui se révèle dans l'angoisse de la liberté. La conception du passé et par conséquent de l'histoire chez Bergson et chez Sartre dépend donc directement, selon Madinet, de leur philosophie du temps. Pour Sartre, l'histoire se déroule dans un temps fait d'acte libre, où je suis à chaque fois séparé de mon essence, passé, futur. Au contraire, pour Bergson, un acte libre est un acte qui émane de mon essence, qui est au passé. L'antinomie sera plus ou moins désamorcée, mais pas pour autant résolue, sous la plume de Madinet, en recourant à Brunschwig. Il va lui permettre, non sans ambivalence, de trancher ce nœud. C'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Brunschwig, c'est, si vous voulez, un point de fuite de différentes lignes dans l'architecture de l'enseignement gantois de Madinet. Il jette son ombre sur une large part de cet enseignement sans faire l'objet d'une leçon entière ou d'un examen systématique. Il n'est cité, a priori, voilà, parce que ce sont des cours que j'ai travaillés, il n'est cité pratiquement que 4-5 fois sur une bonne centaine de pages. Mais il est là. Il est là de bout en bout. Les leçons de 46 ouvrent l'espace donc d'une reprise de l'héritage de Brunschwig, à la fois à rebours et en aval, à partir de ses acquis, mais aussi dans la foulée de ses prémices. En tout cas, Madinet laisse transparaître dans ses cours une sorte de prise de contact redoublée avec
l'épistémologie historique de Brunswick. Le problème, il l'explicite d'entrée de jeu. C'est un problème classique, typiquement philosophique. L'expérience qui adapte la raison se développe au sein d'une histoire qui n'est pas close. La raison, en revanche, dans la mesure où elle informe l'expérience, se constitue en fonction des sinuosités de celle-ci. Cette tension s'offre à la lecture comme la base continue de l'examen que Madinet propose dans un autre cours de la philosophie française entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle. C'est exactement plus ou moins la deuxième séquence dont se chargera Brunswick dans son livre sur le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale. Madinet, effectivement, est la référence. C'est là où Brunswick, donc, n'est pas nommé, que son empreinte se fait d'abord curieusement sentir. La voie qui mène dessine un mouvement de sens moins ample, mais plus décalé par rapport à celui qu'accomplit le progrès de la conscience chez Brunswick. Madinet passe par les déclinaisons positivistes et métaphysiques, notamment entre Comte et Renan, avant de rejoindre le terreau fondateur de cette philosophie de l'esprit, à savoir Descartes. Ensuite, il reprendra langue avec Platon, et petit à petit, il en vient à discuter un niveau avec Bergson. Les réminiscences brunswickiennes, on vient à presque occuper tout l'espace de l'argumentation sans que Brunswick soit explicitement cité. Le problème de l'histoire et la critique de sa formulation épistémologique s'articulent donc comme l'envers et l'endroit d'une même tâche. Je cite, c'est Madinet qui écrit ça, « L'idée de progrès ne console pas de la perte de soi-même. Qu'importe à l'homme libre l'infinité de la ligne sur laquelle il est embarqué. Il n'aspire peut-être qu'à faire quelque part, n'importe où, mais ailleurs. » Fin de citation. Le concept le plus lourd est ainsi lâché. Il est remarquable que Madinet, encore une fois, évoque la thèse du progrès de la conscience sans y associer le nom de Brunswick. En tout cas, cette formulation est typique de la manière dont il n'accepte de rivalité ou d'héritage qu'en se donnant la liberté de ne point s'y soumettre. Je me demande donc s'il va oser, pour se démarquer, s'il va oser des confrontations plus directes, ou bien s'il va se contenter plutôt de clins d'œil, de discussions négatives ou de critiques, en quelque sorte par procuration. Sur la même lancée, Madinet reprendra la reformulation du problème de l'histoire entre 1947 et 1949. Ce qui change à partir de cette date-là, c'est que les cours de Madinet vont formuler, pour son propre compte, la thèse d'une nécessité de la philosophie de l'histoire, et donc d'une épistémologie historique, avec et contre Brunswick. L'intérêt du philosophe idéaliste, pour l'histoire notamment des sciences, l'autorise à voir en celle-ci le laboratoire du philosophe. Car c'est là que les produits de l'esprit doivent être repensés au cours de leur crise. Madinet le reconnaît aussi sans ambiguïté. Je cite, « Le philosophe se met à la remorque de la science pour saisir la raison sur le fait, pour la prendre en flagrant délit de création. » Fin de citation. Cependant, à voir Madinet ainsi avancer en terre brunswickienne, on est en droit de se demander jusqu'où il serait prêt à le suivre. Bien que les leçons en question soient un peu plus explicites, elles ne soulèvent pas moins des difficultés, commandées en partie par d'autres exigences, notamment l'établissement d'une philosophie de l'histoire de l'art. Le propos de Madinet y feint de spécifier la méthode historique pour lui opposer assez curieusement une méthode critique qui lui est relativement étrangère, celle
promu par Husserl dans les méditations cartésiennes. Si Madiney donc dit autre chose que Brunswick autour du problème de l'histoire, à quelle distance de celui-ci, dans quel rapport à sa méthode le dira-t-il? Il faut attendre les leçons de 48-49 pour qu'une nette démarcation se dessine entre les deux autour de la préoccupation fondamentale qui sous-tend une philosophie de l'histoire, à savoir le problème de l'objectivité. Les leçons de 48 et 49 portent essentiellement sur la philosophie de l'histoire. S'il y a donc un fil qui relie, dans le cadre d'une philosophie de l'histoire, les sphères investies par la raison, c'est-à-dire la philosophie, les sciences et l'art, la précarité de ce fil ne saurait, selon Madiney, garantir leur unité. Je cite, « Les limites de l'objectivité historique varient avec chaque univers spirituel. Elles ne sont pas les mêmes dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de l'art. Il n'est surtout, fin de citation, il n'est surtout pas indifférent que ce soit dans l'orbite d'une philosophie critique de l'histoire que Madiney, en formulant cette observation, procède à l'analyse de ces trois histoires spéciales. Il n'est pas moins symptomatique qu'il convoque à cet égard les positions respectives de Raymond Aron et de Cavaillès face à Brunswick. Le point de départ de la reconstruction de ce problème par Madiney, c'est un axiome commun aux trois philosophes, Cavaillès, Aron et Brunswick. Que l'historicité soit ouverte, voilà donc le point d'accord le plus patent qui devait placer les efforts respectifs des trois philosophes par-delà leur divergence dans une même optique, excluant qu'une forme d'organisation puisse s'imposer à titre d'a priori. L'histoire, pour ces trois philosophes, joue la fonction de ce que Brunswick appelle un procédé révélateur. Cette expression, Madiney s'en sert tout, de 46 jusqu'à 56 dans ses cours d'histoire de l'art et de philosophie de l'histoire, sans pour autant nommer Brunswick. L'histoire, donc, pour les trois philosophes, joue la fonction d'un procédé révélateur capable, d'une part, de dégager la dynamique immanente de l'esprit, et d'autre part, d'identifier ses ressorts les plus profonds. Brunswick identifie l'acte de l'esprit à une capacité de compréhension qui est puissance de création et d'élaboration d'idées. La création caractérise l'ordre de l'intelligence. Et Madiney, pour une fois, cite explicitement Brunswick, l'histoire de la pensée scientifique est une histoire réelle dont il n'est pas permis de décrire et de prolonger la courbe avant que ce soit produit véritablement les événements appelés à en déterminer le dessin. Fin de citation. Madiney ne semble donc pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire, à cette position de principe, aussi vive chez Aron que chez Cavaillès, tous les deux disciples de Brunswick. Mais tout en se préoccupant de prolonger le fil qui relie la pensée des mathématiques chez Cavaillès et l'épistémologie de la connaissance historique chez Aron, Madiney sera conduit à élargir par petites touches ce périmètre. Son enjeu est double. D'une part, déporter le poids de l'objectivité en amont d'une histoire spéciale. La déporter vers l'antinomie qui en fournit l'assise. Deuxième enjeu, tenter de maintenir ce qui, chez Brunswick, dans sa philosophie de l'esprit, serait apte à une résurgence au contact d'une historicité sui generis. Alors, ce mouvement de balancier est extrêmement important parce qu'il n'est pas tout à fait étranger à la préoccupation initiale qui aura porté le jeune Madiney à reprendre son interrogation sur le sens de la vie et le sens de l'histoire.
Et les traces de cette reprise sont mesurables par un retour dans l'antichambre des textes des années 42-47. Le cours sur la philosophie de l'histoire, celui de 48-49, reprend selon toute vraisemblance cette interrogation par un autre bout, autant pour la prolonger que pour la rectifier. La question que Madinet formule est la suivante. Quel est le sens de l'histoire sur fond d'une conscience réelle du temps? C'est là que s'impose à Madinet le recours alternatif à l'épistémologie de Raymond Aron et à sa thèse Introduction à la philosophie de l'histoire, publiée en 1938. Si cette thèse n'évacue pas l'interrogation sur le sens du devenir de l'homme et sa destinée, sous la plume d'Aron, la question de la destinée est assumée, cette thèse conjugue au moins deux perspectives dans le concept d'histoire qu'elle propose et qui vont retenir Madinet. D'une part, la conscience du passé, et d'autre part, la volonté de se définir pour l'homme en fonction de ce passé. Cette polarité donnera le ton de la réflexion de Madinet à partir de la leçon inaugurale du 10 novembre 1948. C'est dans cette leçon qu'il va esquisser la position du problème. Je formule de la manière suivante. La conscience ne prend la mesure de son historicité et la forme d'une connaissance de soi qu'au moment où elle découvre l'histoire comme perspective dans laquelle cette connaissance de soi peut se projeter. Or, et Madinet est un peu évasif sur cet aspect-là, même s'il le note de façon cursive, l'épaisseur du temps empêche la transparence de la conscience à elle-même. Et dans ce cas, la conscience historique de l'homme ne peut à son tour déroger à cette règle. Le présent se présente comme un partage vécu jusqu'à l'écartèlement, car, je cite Madinet, pour qu'il y ait une histoire, il faut que toutes les dimensions du temps, passé, présent, avenir, soient présentes à la conscience. C'est l'aspect phénoménologique de cette thèse qu'il reprend d'Aron, qui, à son tour, est très clair sur la dette husserlienne de sa thèse à cet égard. Donc, Madinet dit que pour qu'il y ait une histoire, il faut que toutes les dimensions du temps soient présentes à la conscience. Il faut qu'à travers une reprise du passé, l'être historique qui décide de ce présent se cherche une vocation qui engage l'avenir. Fin de citation. En d'autres termes, Madinet soutient que si le point de vue de l'historien est celui du spectateur qui cherche à donner un sens à l'histoire déjà faite, il faut que l'historien admette alors la solidarité de la rétrospection d'une part et du présent d'autre part. De la nature de celui-ci dépend la validité de celle-là. Madinet reprend texto les lignes que Raymond Aron consacre à sa théorie de la rétrospection. Comme lui, Madinet privilégie la position d'un spectateur réécrivant l'histoire de son propre point de vue en l'éclairant à la lumière de ses projets. L'affirmation que toute perspective historique qui suscite le passé est orientée vers le présent implique pour l'historien qu'il y ait là un choix qui n'en vaut pas forcément d'autre et qui, pour cette raison, justifie son intention de se définir selon le projet, c'est-à-dire selon le projet qu'il est pour lui-même. Là où Madinet diffère d'Aron sur cette thèse, précisément, c'est que pour lui, pour Madinet, cette visée, elle est à demi consciente. Et c'est cette visée-là qui intéresse le jeune philosophe pour se démarquer d'Aron. Au même moment de cette explication tacite avec Aron, qu'il cite rarement dans les
dans le cours de 48-49, Maldini taille ses thèses au plus vif dans une autre explication parallèle avec Cavaillès. Plutôt dans une explication qui doit beaucoup à Cavaillès pour, entre guillemets, régler ses comptes à Brunswick. Cavaillès et Brunswick, selon Maldini, conservent l'action principale, à savoir l'objectivité des sciences est à chercher dans leur histoire. Les mathématiques, pour les deux, offrent un modèle de pensée où l'histoire de l'esprit, le passé même de la pensée, ne fait qu'un avec son activité intrinsèque où les idéalités se laissent déterminer dans le temps et non dans l'éternité. Les idéalités, pour Cavaillès, mais aussi les œuvres d'art pour Maldini, ce sont des processus sujets à révision progressive selon leur propre rythme d'évolution. Sur ce point, Cavaillès et Maldini, dans ses parts, reconnaissent que Brunswick y est pour quelque chose. Et son mérite, c'est d'assouplir l'ancrage conscient. Ce n'est qu'une fois trempé dans l'histoire, donc arraché à la permanence des données de conscience, que les formes de l'intuition et les concepts de l'entendement sont justiciables d'une analyse historique, c'est-à-dire d'une analyse de leur genèse et évolution, et qui va permettre de déterminer, pour le philosophe des mathématiques, leur rationalité, et pour le philosophe de l'histoire, un modèle d'objectivité. Le risque serait de tomber dans l'abstraction. Et de ce risque, Maldini était très conscient. Il reprend à ce stade-là la solution de Cavaillès qu'il applique sur les mathématiques, à savoir identifier les mathématiques avec leur historicité sui generis. Les mathématiques, c'est la thèse commune de Cavaillès, sont un devenir. Elles le sont non seulement en leur autonomie, qui les distingue des autres domaines de connaissance, mais aussi en leur nécessité interne qui justifie la délimitation de leur propre champ. Ce sont ces deux traits corrélatifs que retient Maldini dès 1949, avant d'encouler le modèle heuristique dans ses travaux sur l'histoire de l'art, comprise comme l'histoire des styles et de leur mobilité historique. C'est là l'orientation immédiate que l'épistémologie de Cavaillès offre donc à Maldini face à l'idéalisme de Brunswick. Que l'a priori kantien cède la place aux relations d'intelligibilité interne n'empêche pas Cavaillès, dès sa thèse de 1938, de lire les opérations proprement mathématiques comme des actes qui relèvent de la conscience. Mais, mais à partir de 1949, la focale va se déplacer, et ce déplacement va permettre à Maldini de se libérer, en quelque sorte, de Cavaillès. Là où l'activité du mathématicien doit être considérée à la lumière de ses propres productions matérielles, c'est-à-dire le concept de théorie, l'écart s'accuse avec la philosophie de l'esprit, et notamment chez Cavaillès, avec la phénoménologie de la conscience chez Husserl. Et c'est là justement où il faut pointer le point de départ de la critique par Maldini de l'intentionnalité husserlienne. Il la doit à Cavaillès et non pas à Heidegger. En tout cas, voilà, dans ses premières élaborations dans les cours gantois. Maldini se montrera d'autant plus sensible à l'écart par rapport à Brunswick qu'il passe sous silence sa propre distance par rapport à Cavaillès. Alors, s'il fallait conclure, entre épistémologie de l'histoire et histoire des sciences, entre Aron et Cavaillès, tout se passe comme
si Maldinet ne s'écartait de Brangeville qu'après avoir emprunté un moment ce piste et ne le quittait que pour mieux y revenir, moins pour le mettre au pilori, puisqu'il reste dans le giron d'une philosophie de l'esprit, que pour en tirer quelques harmoniques à la mesure de ses propres interrogations. La portée de l'histoire de l'art, voilà, que je n'ai fait qu'évoquer, à peine frôler dans mon propos, c'est la question que je me pose. L'histoire de l'art, en comparaison avec l'histoire des sciences et la philosophie de l'histoire, peut-elle à son tour se mesurer à l'aune de cette reprise et de cette distanciation? Il faudra certes tenter de comprendre pourquoi et comment le jeune Maldinet, sur ce terrain précisément, celui de l'histoire de l'art, terrain que Brangeville paraît peu disposé à arpenter, il faudra tenter de comprendre pourquoi Maldinet semble prendre un tout autre chemin et nous laisser donc le soin de reconstituer une argumentation largement implicite. Il faudra surtout se demander, toujours sur ce terrain-là, si ce n'est pas la phénoménologie de la perception et du sentir qui devrait peut-être faire le reste. Mais cela, c'est une autre histoire et je m'en tiens là. Merci.